Bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer, s'il vous plaît, il est 18 h. Voilà, juste vous prévenir en préambule qu'il y a deux stagiaires du service RH qui souhaitaient suivre le conseil municipal. Donc c'est pour ça qu'on les accueille derrière nous, Marion et Angéline, pour votre information. Donc je vais commencer par le traditionnel appel des membres du conseil municipal. Arnaud Samon présent, Nolwenn Guillou, Martine Guénégan, présent. Christian Fontaine qui a donné pouvoir à Pascal Guichard, Muriel Béziel, Vincent Rémy, Marie-Claire Mervin, Philippe Bécan, Mireille Jean de Dieu qui a donné pouvoir à Muriel Béziel, Kevin Stanbacher, Catherine Cabot, Pascal Guichard, Christian Chauffour, Laure Zatorchi, absente, excusée, Joyce Doumage qui a donné pouvoir à Philippe Bécan, Gwenaëlle Védy, Thierry Lafournière, Eva Hélène qui a donné pouvoir à Martine Guénégan, Marion Vattard pouvoir également à Marie-Claire Mervin, Jean-Patrick Guibou qui a donné pouvoir également à Nolwenn Guillou, Valérie Simon, Frédéric Soyer et Michel Armandari qui a donné pouvoir également aussi à Frédéric Soyer, Éric Dièvre, Yannick Cloisance qui est absent excusé également, Bruno Dehan, Catherine Guguin-Grassi, Frédéric Lemoine, Claudia Gauvin qui a donné pouvoir à Catherine Guguin-Grassi, Fabrice Le Toquin, Annick Porte, Martine Cravaillaschutz et Frédéric Lobet. Le quorum est donc atteint et la séance est ouverte. Il me faut, comme d'habitude, un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou une volontaire? La dernière fois, c'était Muriel Béziel. Nolwenn Guillou. Nolwenn a levé la main en premier, Catherine. Mais je peux céder la place. Nolwenn Guillou, pas d'opposition. Merci. Juste une petite information. Donc, la délibération, le point 14 a été retiré de cette séance. Et donc, on passe tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, monsieur Lemoine? Très bien. Donc, le point numéro 1, l'adoption du procès-verbal du 23 avril dernier. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires. Je vous remercie. Donc, je vous propose d'en prendre acte. Point numéro 2, présenté par Martine Guénégan. Donc, un changement de tarif au camping du Port-Blanc. Bonjour à tous. Donc, par délibération numéro 2018-203 en date du 17 décembre 2018, le Conseil municipal a approuvé le choix du délégataire SAS Port-Blanc pour l'exploitation et la gestion du camping de Port-Blanc pour une durée de 10 ans. Il a également approuvé l'économie générale de la convention de délégation et autorisé le maire à la signer. Conformément à l'article 20 de la convention de délégation précitée, la SAS Port-Blanc a transmis sa grille de tarifs pour l'année 2023, présentant notamment l'augmentation des tarifs d'électricité. On sollicite son approbation par le conseil municipal. Les tarifs 2025 ainsi que ceux de l'année précédente pour comparaison sont annexés à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Vu la délibération 2018-203 en date du 17 décembre 2018 approuvant l'économie générale de la convention de délégation de service public du camping du Port-Blanc et autorisant le maire à la signer, considérant l'article 20 de la convention précitée qui prévoit que toute modification des tarifs est soumise à l'approbation du conseil municipal, considérant l'augmentation de certains tarifs, notamment l'électricité,
Le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante. Article unique, adopter les nouveaux tarifs annexés à la présente délibération concernant la délégation de services publics du camping du Port-Blanc pour l'année 2025. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Merci Madame Guénégan. Donc point numéro 3, l'attribution du marché relatif aux travaux de démolition donc des 2 tribunes Audrin et Degas et donc l'installation de modulaire donc au stade Paul Audrin. Donc un marché en procédure adaptée sous forme d'un marché de travaux pour le lot 1 des amiantages et le lot 2 démolition. Lot 1, pardon, des amontages et démolition, donc de 2 équipements sportifs, et un marché de fourniture pour le lot numéro 2, donc la location de bâtiments modulaires, a été lancé le 1er mars 2024. Ce projet s'inscrit donc dans le cadre du projet de construction d'un complexe sportif polyvalent et d'un bâtiment annexe de stockage. Après présentation et analyse des offres, la commission de suivi des contrats de commande publique réunie le 15 mai 2024 et moi-même vous proposons de prendre donc les décisions suivantes. Attribuer le lot 1 du marché de travaux à l'entreprise Marel pour un montant de 67 605 € hors taxe. Le lot 2 du marché de location modulaire à l'entreprise Cugnot pour un montant de 71 063,08 € hors taxe. Et m'autoriser ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce marché. Est-ce qu'il y a des commentaires, Monsieur Laubet? Oui, bonsoir, Monsieur le maire. En commission, nous avions vu que la plateforme de broyage, je crois que c'est ça, ou je ne sais plus quel est le terme correct, mais était au Havre. Et vous aviez indiqué que vous vous renseignerez éventuellement pour savoir s'ils avaient des partenariats pour avoir une plateforme de concassage, enfin je ne sais pas le terme exact, mais plus proche pour ne pas payer, enfin pour ne pas augmenter le crédit, le coût carbone quoi, en fait, des transports qui sont nécessaires pour aller sur la plateforme de concassage du Havre. Voilà, donc c'est savoir si vous aviez cette information désormais ou si on l'aura à l'avenir. Oui, mais on avait, pendant la commission, on a vu, en regardant sur le site internet de l'entreprise, on avait pu constater que c'était une entreprise que je qualifierais d'éco-responsable. Donc ils ont toute une plateforme logistique qui stocke différents matériaux, dont des matériaux issus de la déconstruction, justement, qui sont concassés dans différentes granulométries pour après réaliser des plateformes de bâtiments ou des plateformes de voirie. Madame Grassi. Soit j'ai pas vu l'info, mais j'aimerais bien être précisé, s'il vous plaît, sur la durée de la location des constructions mobiles, des bâtiments modulaires. C'est 71 000 € la location des bâtiments modulaires, mais pour quelle durée? On a dû partir sur 18 mois environ, parce que de toute manière, la livraison du nouvel équipement sportif est prévue pour la fin d'année 2025. D'accord, avec un début des travaux imminent. Tout début septembre, pour la déconstruction. Okay. D'accord. Donc je précise pour l'ensemble de notre groupe que nous voterons pour cette démolition qui n'a que trop tardé. Bien sûr, il faut y aller au plus vite parce que c'est quand même très dangereux. Les enfants montent dans la tribune obsolète interdite au public régulièrement, toutes les semaines, tous les mercredis, je peux en témoigner. Et par ailleurs, nous maintenons notre opposition au surcoût engendré par le rooftop sur le projet principal qui est proposé et nous souhaitons toujours avoir le détail de ce chiffrage, du découpage entre la tribune avec et sans rooftop. Merci. Très bien. En tout cas, l'avantage d'avoir patienté pour mutualiser la déconstruction et le désamontage de ces 2 tribunes actuelles, c'est d'avoir pu faire une économie d'échelle, parce que pour votre information, donc, là vous voyez qu'avec les 2 lots additionnés, on ne va pas dépasser les 187 000 € TTC, alors que l'estimation initiale, que sans doute trop prudente, était autour de 360 000 €. Donc on fait une belle économie déjà, et je pense que c'est lié au fait d'avoir déconstruit et d'avoir patienté. Ça nous a pas mis... en attendant, de toute manière, on avait bien sécurisé en tout cas la tribune de Gap pour autant. Et pour le programme détaillé et le coût détaillé du nouvel équipement sportif et du bâtiment annexe de stockage, c'est quelque chose que j'ai demandé à l'architecte. Donc l'architecte, on reviendra autant à avoir les éléments définitifs
Donc on attendra l'ouverture des puits pour donner la ventilation détaillée entre les bâtiments de stockage et l'équipement sportif polyvalent. Donc ça, on attribuera, c'est pour ça que que le conseil municipal a été décalé d'une semaine au mois de juillet, c'est parce que l'idée c'est d'attribuer l'ensemble des lots au conseil municipal de juillet, une fois la démolition, pour pouvoir enchaîner sur les travaux de construction une fois la démolition réalisée. Alors et puis j'en profiterai à ce moment-là pour vous annoncer d'excellentes nouvelles sur l'ensemble de subventions qu'on a pu obtenir. S'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point 4, présenté par Pascal Guichard, donc de la régularisation foncière, traditionnellement évoquée au conseil municipal. Bonsoir. Il ne vous a pas échappé que la rue de la Villesse-le-May est en travaux actuellement. Et au regard de la préparation du chantier, on s'est rendu compte qu'une grande parcelle, si on peut voir l'image après, qui aurait dû être rétrocédée depuis de nombreuses années suite à la fin de la création du lotissement qui s'appelle le lotissement Association Hôpital Privé de la Providence, qui datait de la fin des années 80. Cette rétrocession qui était prévue dans le règlement daté de 1989 n'avait pas encore été effectuée. C'est pour ça que nous avons vu avec Partage et Vie, pour qu'il y ait la rétrocession définitive de cette parcelle, tous les frais afférents seront évidemment à la charge de la commune, sachant que cette parcelle est nécessaire pour la requalification de l'ensemble des trottoirs et éventuellement des voies douces qui vont être créées. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose d'approuver l'acquisition à titre gratuit de la parcelle AA 106 d'une superficie de 603 m², d'approuver le classement de la dite parcelle dans le domaine public communal et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette acquisition. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Monsieur Guichard. Point 5, convention de servitude entre le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine et la commune de Dinard pour la mise en place d'une installation électrique sur la parcelle B612, donc rue de la Villesse-le-May. Donc, afin d'améliorer la qualité de vie, le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine, sur demande de la ville, procédera donc prochainement à des travaux d'effacement de réseau donc aérien sur la rue de la Villesse-le-May. Donc la commune est propriétaire de la petite parcelle que vous voyez cadastrée, j'arrive pas à lire d'ici, mais donc B6212, sur laquelle seront posées des canalisations électriques. Il convient donc d'organiser une servitude. Tous les frais et droits honoraires sont à la charge du VSD 35. Donc avis favorable de la commission urbanisme et travaux du 14 mai 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc je vous propose de prendre les décisions suivantes. Approuver le projet de convention de servitude entre le SD35 et la commune de Dinard, autorisant la mise en place d'une installation électrique sur la parcelle B612, étant entendu que les frais afférents seront à la charge du SD35 motorisé ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette décision. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Point 6, présenté par Nolwenn Guillou. Donc la mise en œuvre du permis de végétaliser citoyen. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le maire. Je vais essayer de suivre mon fil pour ne pas oublier d'informations importantes sur cette délibération, qui est une nouveauté sur la ville de Dinard. Il s'agit d'une délibération qui est à la croisée des transitions. Elle est à la fois écologique, puisqu'elle permet de déployer ce qu'on appelle la nature en ville. Elle est solidaire, parce que pour les personnes qui n'auraient pas de jardin à domicile, elle permet de planter, et ça vient en complément de ce que nous avons mis en place depuis 2 ans, c'est-à-dire les jardins familiaux. Et elle est citoyenne parce qu'elle relève de la réappropriation de l'espace public et de la dimension participative. Pour rendre à César ce qui lui appartient, c'est une proposition qui a été faite à l'origine par le comité consultatif transition, qui est un groupe de travail sur la biodiversité et précisément sur la nature en ville et les moyens qu'on donne à la biodiversité d'exister dans notre espace urbain. Il s'agit donc de permettre à un citoyen ou une citoyenne, un administré ou une administrée, de soumettre à la ville, à la collectivité, une demande de végétalisation, d'appropriation d'un espace pour planter sur un espace public,
Demande qui sera étudiée par les élus et les services, hein, donc élus notamment transition et espace vert et cadre de vie, hein, les trois alliés, et avec un chartage et une convention, vous l'avez en annexe, qui est très cadrée, puisque l'objet c'est de commencer de façon humble, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par une végétalisation des pieds de mur comme ça peut se faire dans certaines communes, avec une dépétunisation et un pied de mur. On commence par un espace qui serait éventuellement enherbé et que les administrés s'approprieraient pour planter des aromates ou ce qu'ils souhaitent, selon un catalogue. Alors je sais, Monsieur Léaubet, que vous aviez demandé en complément le document de Cœur Émeraude, il est en cours de construction. Ce qui nous est important actuellement, c'est qu'on puisse se lancer dans l'aventure que nous ne mettons pas encore en place à Dinard, de façon respectueuse du cadre de vie de tous, mais aussi des agents. C'est-à-dire que ça n'apporte pas de surcoût aux agents, ni difficulté pour les administrés. C'est-à-dire que la priorité, c'est qu'il n'y ait pas d'invasif, par exemple, qui soit implanté dans ces espaces-là. Donc le catalogue est en cours de construction avec Cœur Émeraude. Dès qu'il sera disponible, il sera annexé. Et la charte qui est mise à disposition, qui est mise en place avec les administrés, a une durée de vie de 2 ans, au cas où éventuellement on voit qu'il y a une déperdition au niveau du suivi ou autre. Voilà, il faut qu'on puisse aussi reprendre la place sur cet espace-là. Donc il y a un contact pour les personnes qui seraient intéressées, puisque le conseil y retransmis, c'est aussi l'occasion de faire savoir. Donc un contact qui est via Transition Ville de Dinard. Et j'ai donc une information sur le budget qui est lié à cette action-là aussi, parce que l'argent reste le nerf de la guerre. Donc, d'une façon générale, donc il y a une partie pédagogique sur les panneaux qui sont mis en place dans ces espaces et le petit matériel qui est lié, par exemple de la galivelle pour protéger ces espaces. On est environ à 500 € par projet. Et puis le temps agent aussi, qui n'est pas négligeable, parce que là encore, il est financé par les administrés. Donc on considère qu'il y a une journée administrative plutôt pour la mise en place du projet, une demi-journée par an par demande au niveau technique, et puis une demi-journée par an par demande sur le suivi de la mise en place de cette demande-là. Donc on peut équivaloir à 2 journées par an de temps agent pour le suivi de ce projet-là qui est enthousiasmante. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Léaubet. Monsieur Léaubet. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, nous approuverons cette délibération et nous nous réjouissons de la mise en place à Dinard, auprès d'autres communes qui le font déjà depuis des années, de ce permis de végétaliser citoyen. Une initiative citoyenne privée qui permettra à Dinard de conserver son label 4 fleurs et d'impliquer sa population dans l'embellissement, et donc la valeur, de notre commune, ainsi que dans la résistance et la résilience aux changements climatiques brutaux à venir. Vous nous permettrez néanmoins d'attirer votre attention sur les points de vigilance qui pourraient être des insuffisances de ce projet louable. Tout d'abord, la procédure de demande de dépôt du permis de végétaliser citoyen qui nous paraît excessivement administrative. Il ne faut pas décourager les initiatives citoyennes et environnementales par de la paperasse inutile. Nous aimerions que le processus soit au moins aussi simple que l'accès au jardin partagé. On fait confiance, on donne mandat, on évalue et on prolonge ou on met fin selon le résultat obtenu. Ensuite, l'exclusion des végétaux ligneux, arbres et arbustes est pour le moins excessive. Adieu les baies comestibles, groseilles, cassis, myrtilles, les noisettes, les arbousiers, les argousiers, les pommiers, poiriers, cerisiers, abricotiers, pêchers nains, les amandiers ou encore les bambous et les rosiers. Nous ratons, pour le moment, une occasion de réaliser, ne serait-ce que partiellement à Dinard, le rêve de Bernard Moitessier, qui militait pour la plantation d'arbres fruitiers dans les villages français. Vous excluez aussi du périmètre éligible à ce permis de végétaliser les parcs et les jardins publics. Qu'en est-il, par exemple, du parc, qui a bien triste mine, de la Villa Eugénie, superbement située, et qui pourrait être le joyau du savoir-faire citoyen dinardais dans la transition des jardins à l'anglaise? À cet effet, pour finir et susciter l'évocation des jardiniers dinardais, au nombre desquels, malgré les contraintes, j'aurai plaisir à me compter, nous vous remercierons de publier une carte de l'ensemble des parcelles éligibles à ce nouveau dispositif.
Monsieur Lobet, je vous remercie de votre intervention parce qu'elle me permet de mettre en avant notre objectif politique et du coup, ça va a priori, je pense, dans le sens que vous évoquez. Sur la partie administrative, on a fait beaucoup de recherches sur ce qui se faisait dans les autres communes parce que je sais que Dinard n'est pas précurseur. Néanmoins, Paris ne s'étant pas fait en un jour, Dinard non plus. Donc, je vous ai dit, on a pris le parti de commencer humblement. On a d'autres propositions qui permettent aux administrés de s'emparer d'un espace public. Il y a les jardins partagés, les jardins familiaux. Jardins partagés qui sont un collectif associatif porté par la ville. Les jardins familiaux, ils sont portés par une association qu'on a accompagnée sur la mise en place, qui s'appelle Jardinard des Potagers. L'idée, c'est de proposer le plus de solutions possibles pour que toute personne puisse s'impliquer dans la végétalisation de la ville. Donc, je crois que ça va dans le sens de ce que vous dites. Sur la durée, l'administratif, nous avons essayé de faire au plus simple. Au départ, nous croyions que nous allions devoir être obligés de faire une délibération à chaque demande de permis de végétaliser. On a trouvé une solution plus simple qui est la délibération que nous posons aujourd'hui. Voilà, une délibération cadre qui nous permet ensuite de faire décision sur un octroi d'appropriation. Enfin, appropriation n'est pas le bon terme, mais d'emparement, mais ce n'est pas un très joli terme non plus. Et sur les parcs et jardins, je pense que vous avez vu, là, la collectivité a la main pleine et entière. Par exemple, dans le parc de Saint-Alexandre, nous avons fait une plantation participative de petits fruitiers avec des enfants et des agents des espaces verts, qui était un moment assez fantastique jusqu'à ce que la pluie n'arrive. Mais ceci étant, ça a bien mis en eau les végétaux qu'on a plantés, et donc on a maintenant des framboisiers, un noisetier. Donc, il y a la partie de l'espace public qui est l'entièreté de l'espace public, et puis il y a les parcs sur lesquels on a complètement la mainmise, qui ne nous empêche pas de faire du participatif. Donc je crois que sur ces trois réponses-là, on est dans le sens de l'histoire. Voilà. Madame Porte. Oui, merci, monsieur le maire. Moi, je n'ai rien écrit, mais je voudrais réagir à cette proposition qui est, de mon point de vue, très intéressante, parce que je l'ai vécu dans d'autres villes en France. Ça fonctionne très, très bien. Ça crée du lien social, ça végétalise la ville, ça fait baisser les températures. Donc, tout ça, c'est parfait. Par contre, ici, nous sommes dans une commune où il y a quelques ronchons, quand même, il faut le dire, et qui vont peut-être dire qu'on délègue aux citoyens ce que pourrait faire la ville, les espaces verts, les entreprises auxquelles sont déléguées certaines actions, notamment on végétalise en laissant les ronds-points avec les herbes folles, tout ça qui ne plaise pas à tout le monde. Moi, je comprends très bien la démarche, mais ça ne plaît pas. On végétalise aussi en ne nettoyant pas les trottoirs, en ayant des pissenlits partout qui se mettent dans le bitume ou le long des murs. Alors j'ai regardé ce matin parce que je n'étais pas certaine qu'il y ait un règlement communal de la voirie. Donc j'ai trouvé le règlement communal et j'ai trouvé 2 lignes où il est bien indiqué, et je pense qu'il serait nécessaire de le rappeler, que les propriétaires sont responsables globalement de nettoyer devant leur porte et de désherber devant leur porte. Ça éviterait aussi, parce que moi je l'ai déjà entendu, là, oui, la ville laisse les espaces pousser n'importe comment, il ne nettoie même pas les bordures, les trottoirs. Donc je pense que chacun a sa responsabilité. Oui, le projet est très intéressant. Oui, ça amène du bien dans la ville. Oui, alors, le boulevard Féard, moi j'aime. Les fleurs qui poussent au pied des arbres, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, mais bon, c'est comme ça. Donc, rappeler peut-être à chacun les responsabilités de chacun. Et tous les trottoirs ne sont pas aux propriétaires, bien sûr. Donc, peut-être que la commune peut aussi nettoyer de temps en temps. Voilà, en tout cas, j'espère que ce projet va marcher parce que ça va aussi créer des échanges entre les citoyens qui ne se parlent plus beaucoup de porte à porte. Voilà. Donc, Nolwenn, je pense que c'est un bon projet. Catherine et Nolwenn. Je voulais juste rajouter pour compléter ce que vous venez de dire, Madame Porte, qu'effectivement, j'allais rajouter ça sur cet arrêté qui a été pris il y a quelques mois et en fait sur lequel on a peu fait de communication jusque-là, mais on va rattraper ce retard, effectivement, parce qu'on a pris effectivement cet arrêté pour que les gens prennent conscience que la propreté de la ville ne repose pas simplement sur les services de la voirie, qu'il aurait fallu tripler l'effectif des services pour pouvoir pallier au manque d'utilisation des produits phytosanitaires. Donc nous allons communiquer là-dessus, effectivement.
Alors, je Madame. Je peux rebondir. Annick, cette délibération-là, elle va précisément dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a passé des années à désemparer les administrés de leur espace public et de faire un mode consommation de l'espace public. Ce qu'on est en train de faire là, c'est dire, si vous avez un projet, que vous le suivez d'une façon cadrée, forcément, on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi et que les services se retrouvent avec un espace à gérer qui aurait été en friche pendant un temps. On est en train de donner les moyens aux administrés de se réemparer de l'espace public. Mais c'est ce dont on les a départis pendant des années. Donc on retourne vers ce qui permet aussi de rappeler que chacun est responsable du pas de sa porte. Balayer devant sa porte. Même pour compléter, vous donnez le nom de l'arrêté, numéro 2023-336 en date du 23 mars 2023, relatif à la réglementation du nettoyage des trottoirs aux abords des clôtures et murs d'habitation. Voilà. Mais nous communiquerons parce que ça n'a pas suffi, évidemment. Très bien, pour compléter, avant de passer au vote, donc juste pour revenir, comment M. Lobé, sur vos... vous rappelez quand même qu'on a une politique volontariste aussi en matière de jardin, quand même. Alors, même si, honnêtement, on a pris un peu de retard sur le parc du Tourelle, mais on a complètement requalifié ce parc-là. Et il ne reste plus que le bâti à construire. Travaux qui devraient démarrer incessamment sous peu. On fait une requalification plus légère aussi du Port-You. Il y aura Surcouf ensuite. Donc voilà, en tout cas, on n'a pas oublié l'ensemble des jardins de la ville, qui attendaient un certain niveau de rénovation depuis quelques années. Entre autres, surtout le parc des Tourelles, on a débutiné, je ne vais pas réussir à le dire, débitumé, pardon, merci. Débutiné, on a rebutiné, ouais. Voilà, pour Eugénie, je ne vais pas reparler parce que vous savez très bien que c'est en vente. Une partie du parc est dans la délibération de vente. Oui. Vous avez parlé à l'instant de la Villa Eugénie. Est-ce qu'on est... On a des contacts réguliers. Vous avez des voilà. contacts. Merci. Il y a eu des visites encore la semaine dernière. Il y aura une visite dans 15 jours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, après, donc là, on va pas remettre en question, je pense, on vient de parler d'augmentation de température, d'îlots de fraîcheur, donc remettre en question la fauche tardive, je trouve que ça n'a plus lieu d'être dans notre société actuelle. Si je me trompe pas, Monsieur le Président de la communauté de communes, il y a une étude du plan climat, énergie et territoire qui a diagnostiqué une augmentation moyenne des températures sur 30 ans. Alors 30 ans, à l'échelle de nos vies, c'est beaucoup de temps, mais à l'échelle de Dinard, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète, on parle de nanosecondes. Sur 30 ans, le territoire a pris 1 degré de plus en moyenne de température. Donc il est temps que chacun et chacune prenne ses responsabilités. Et après, pour revenir aussi sur l'entretien des trottoirs, vous savez bien également qu'on n'a plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires et qu'aujourd'hui, on peut faire qu'un désherbage mécanique qui est beaucoup plus contraignant dans le temps que ce que pouvaient réaliser en résultat, effectivement, les produits phytosanitaires. Voilà, mesdames et messieurs, et je repasse la parole à Nolwenn pour le vote. Et pour reprendre rebondir sur l'expression de Madame Porte, moi je n'appellerais pas les administrés qui s'étonnent de plantes sur les trottoirs de grognons. C'est juste un changement de pratique et de culture qu'on a d'habiter la ville. Donc il faut tous qu'on en soit conscient, on s'en donnera les moyens et la collectivité est là pour la soutenir. C'est l'objet de ces délibérations-là. Ils ne sont pas grognons et c'est juste qu'on n'a plus ces pratiques-là. Ils sont grognons, mais je crois que si on fait un peu de pédagogie, ils le seront. Précisément ce que nous sommes en train de faire. S'il n'y a plus de questions ou plus de remarques, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, valider la charte et la convention du permis de végétaliser citoyen. Article 2, autoriser la commission cadre de vie à examiner les demandes de permis de végétaliser. Article 3, inscrire au budget les crédits correspondants. Article 4, autoriser monsieur le maire ou son représentant, ou sa représentante, ajoutai-je, à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre et le suivi des permis de végétaliser citoyens. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Merci beaucoup. Merci Nalven Guillou. Donc point 7, Martine Guénégan avec l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour le Summer Garden. Merci Monsieur le maire. Donc le Summer Garden prend la place du désormais ex-Big Love des éditions 2022 et 2023. Donc cet événement a été porté par l'association Crab Cake qui pour des raisons personnelles n'a pas souhaité poursuivre. Et donc nous avons sollicité l'Union du commerce de Dinard pour organiser cet événement comme ils le font pour d'autres événements, notamment les braderies, les marchés de Noël et d'autres rendez-vous grand public. Donc l'Union du commerce propose de reprendre la tradition d'organisation d'un événement musical et gastronomique qui se déroulera au moment de la fête de la musique, à savoir le 23 juin, au parc de Port-Breton. Donc cet événement, avec entrée gratuite, mettra en avant des musiques électroniques grand public et, dans un esprit festif, proposera un volet gastronomique de qualité en s'associant des restaurants professionnels dont les chefs sortiront de leur cuisine pour proposer une sélection abordable de leur savoir-faire adapté à l'esprit grand pique-nique de cette journée. Donc il y aura une douzaine de restaurateurs et 7 DJ, l'ensemble étant des intervenants locaux. Donc DJ locaux et équipe des chefs de Dinard offriront donc une gratification psychosensorielle aux oreilles ainsi qu'aux papilles d'un public tout à la fois amateur et averti de musique comme de gastronomie, mais aussi de curieux. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu la délibération 2023-229 du Conseil municipal du 11 décembre 2023 relative à la fixation des tarifs, redevances et taxes pour l'année 2024, considérant que l'association Union du commerce de Dinard organise le dimanche 23 juin 2024 la Dinard Summer Garden Food and Music Party, un événement musical et gastronomique gratuit et ouvert au grand public au parc de Port-Breton, considérant qu'il appartient au conseil municipal de prendre toute disposition nécessaire afin d'autoriser l'occupation privative du domaine public communal et considérant l'intérêt pour la commune de favoriser l'animation proposée, le maire proposera au conseil municipal de prendre la décision suivante. Mais avant, je vais vous demander s'il y a des questions. Madame Grassi. Merci. Un point de forme, un point de fond. Un point de forme d'abord, dans la présentation de cette délibération, c'est pas écrit comme ça, mais ça a été dit comme ça, sachant que l'association, comment elle s'appelait, Crab Cake, a, pour des raisons personnelles, alors je savais pas que des associations avaient des raisons personnelles, mais enfin bon, les membres dirigeants de l'association, j'imagine, ont décidé de ne plus porter ce projet. Vous avez dit nous avons sollicité l'UCD. Je n'avais pas connaissance qu'une mairie avait le pouvoir de solliciter une association pour qu'elle crée un événement sur son territoire. Il me semblait que dans la loi, l'objet associatif, c'est de réunir des gens qui sont des membres, réunis en leur sein au nom d'un objectif social. Et cet objectif social peut être de venir proposer un événement à une commune qui dispose, si oui ou non elle l'accepte. Donc sur la forme, je souhaiterais que les propos, s'ils sont potentiellement erronés à l'oral, si vous en convenez, que ce soit formulé différemment dans le compte-rendu, parce que ça ne me paraît pas légal. Sur le fond, on est sur le point de demander d'accorder à une association dont ce n'est pas le métier d'organiser un événement de grande ampleur, potentiellement à risque. Je souhaiterais savoir comment les risques sont évalués, qui les porte et comment ils seront couverts. Je parle, et parallèlement, mais là je pense que la réponse est plus simple, il y a un tarif de location de l'espace du Port-Breton. Je voudrais connaître le montant de l'exonération qu'on est en train de donner là. Merci. Pour vous, il
n'y a rien d'illégal à solliciter des associations en tout cas pour être partenaire de la collectivité. On le fait depuis le début de mandat dans d'autres événements, comme vous le savez. On a, au lieu de faire venir justement des entreprises privées à but lucratif, par exemple dans les dinner opening ou le forum dorénavant, on fait, ou comme on a pu le faire aussi lors d'un concert à Stéphane-Boutet, on fait venir une association qui est compétente pour organiser ce qu'on appelle des buvettes. Donc voilà, donc sur ce niveau-là, il n'y a pas de problématique. Pour rappel, effectivement, vu que c'est une association, donc ça fera l'objet d'une demande de subvention exceptionnelle à la prochaine commission associative et puis ensuite évidemment au conseil municipal. Pour la ville, une charge constante par rapport à l'ancien événement Big Love. Big Love, c'était pas je rappelle aux membres de l'Assemblée que c'était pas une association, mais que c'était une facturation. Donc, c'était une prestation facturée à la commune. Mais en tout cas, que ce soit d'un côté la subvention ou l'année dernière le coût de la prestation facturée, on est sur le même montant. Après, de vous dire aujourd'hui combien coûte la valorisation de la mise à disposition, je ne sais pas vous répondre, mais on va se renseigner. On est content en tout cas que aussi les commerçants se mobilisent aussi pour faire vivre la ville. Cet événement sera porté par quasiment 100% d'acteurs territoriaux, donc 100% de commerce dinardais. Ce n'était pas forcément le cas avant. L'objectif aussi pour l'union commerciale, c'est de faire aussi un peu d'excédent d'exploitation qui leur permettra de financer d'autres actions que je souhaite nombreuses aussi dans la ville d'ici la fin de l'année. Et on souhaite que cet événement se pérennise dans le temps. Et en tout cas, au regard des différentes réunions de préparation que Martine a pu réaliser avec la dite association, j'invite tout le monde à se rendre à ce nouvel événement Summer Garden qui, je l'espère, si la météo est présente et clémente, je suis convaincu qu'il sera d'ores et déjà de grande qualité. Merci. Je n'ai pas de réponse sur les risques, la couverture des risques et leur partage. Et j'ai une question subsidiaire. Il est question de subventions exceptionnelles à décider en commission vie associative. Et tout ceci avant le 23 juin. Je ne vois pas bien comment. Sur la demande de subvention, comme vous savez, qu'on suit d'une façon générale sur les subventions, le processus démocratique et le passage en commission, plutôt que de réunir une commission exceptionnelle pour cette demande, et il y aura sans doute une demande aussi de l'école Alain Colas pour un déplacement aux Jeux paralympiques en septembre, je vous propose de solliciter votre avis par mail avec l'ensemble des éléments constitutifs du dossier. Voilà, nous attendions la demande formelle de l'UDC pour pouvoir vous soumettre. Mais du coup, on la sollicitera par mail plutôt que de réunir la commission pour 2 demandes exceptionnelles. Ouais, Ceci étant, je précise, puisqu'il y a un temps de latence, que nous avions déjà évoqué cette demande potentielle à la dernière commission. Vous ne découvrez pas, non, il n'y a pas de dossier, il vous arrive, pour lequel on sollicitera un avis par mail, mais vous ne découvrez pas la potentielle demande. Sur le plan sécurité, il n'y a aucun problème, vu que c'est un événement ouvert au public avec une certaine jauge, donc il y a un dossier en préfecture qui a été réalisé, et les services derrière me font savoir que le retour de la préfecture est très favorable et très positif. Le dossier a été très bien monté, donc tous les frais de sécurité sont à la charge de l'association, l'assurance de l'événement aussi également. En fait, on est parti sur les mêmes modalités de coopération qu'on avait avec l'ancienne association, en fait. Oui, mais Crabcake, c'était leur job, ils savaient faire, ils avaient une assurance globale annuelle. Moi, je l'ai eu dans les mains, leur assurance. Là, l'UDC n'est pas du tout formé pour, c'est pas leur job. Ils vont sur un événement qui est quand même pas facile à encadrer, et il va falloir qu'ils payent une assurance qui risque d'être un peu différente de celle qu'ils ont habituellement. Mais pour travailler un peu dans les affaires, voilà, ils peuvent une extension de responsabilité civile, ça suffit pour organiser ce genre d'événement, il n'y a pas de problème. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer au vote. Madame Guénégan.
en tous les cas, on sait qu'ils ont pris toutes les dispositions en la matière. Donc le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante. Article unique, exonérer l'association Union du commerce de Dinard du paiement de la redevance d'occupation du domaine public communal, parc de Port-Breton, pour l'organisation du Dinard Summer Garden Foot and Music Party le dimanche 23 juin 2024, à charge pour l'association de valoriser cette exonération dans son bilan comptable au regard du cadre de partenariat. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Madame Guénégan. Donc point 8, on passe sur la délibération ressources humaines avec Marie-Claire Mervin. Donc l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections. Donc l'IFCE, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, c'est une indemnité pour les agents qui relèvent de la catégorie A. En 2019, il y a eu une délibération, en mai 2019, qui indiquait que le coefficient multiplicateur déterminé pour le calcul de ce coût global était à 6. On sait que depuis, le nombre d'agents de catégorie A, enfin du grade attaché, a augmenté depuis 2019. Donc on propose de réduire ce coefficient multiplicateur à 2, afin de baisser l'enveloppe budgétaire et garder une cohérence de rétribution de l'IFCE. Est-ce que vous avez des questions? Donc le maire propose au conseil... Monsieur Aubet. Excusez-moi, c'était juste une explication de vote. En l'absence de commission ressources humaines, pour cette délibération et pour les suivantes, nous nous abstiendrons. Et pour d'autres du même type, quoi. Très bien. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Compléter les délibérations des 26 octobre 1992, 26 mai 2014 et 20 mai 2019 comme suit. Le coefficient multiplicateur appliqué au montant annuel de l'IFTS, deuxième catégorie, est fixé à 2. Revaloriser le montant de l'IFTS de référence en fonction de l'évolution des textes en vigueur et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient? 2. Qui vote contre? Merci. Très bien. 2 abstentions. Point 8 maintenant. Donc les heures supplémentaires aussi réalisées dans le cadre des élections. Marie-Claire Mervin. Donc point 9, donc c'est encore dans le cadre des élections. C'est ce qu'on passe avant chaque élection. Pour l'organisation des scrutins électoraux, en fait, il va y avoir un surcroît de travail important, car les délais sont souvent très courts compte tenu de la transmission des directives préfectorales. Les agents sont alors dans l'obligation d'assurer cette mission au-delà de leur temps de travail habituel. Donc, les consultations électorales sont des circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier le dépassement du contingent mensuel, donc pour rappel qui est de 25 heures supplémentaires par mois, donc dans le strict respect des conditions précitées. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal... Moi, j'ai une observation, une intervention. C'est l'occasion pour nous de rappeler l'importance des scrutins électoraux dans un cadre démocratique qui nous est précieux, que nous avons gagné tous et toutes ultérieurement, et que les élections européennes, dans le contexte que nous connaissons, sans doute ont une valeur surajoutée. Et Madame Jacquet me faisait part des journées des Mariannes du civisme, le 22 mai. Donc on peut aller voter, mais on peut aussi inciter ses enfants ou ses petits-enfants à aller voter. Donc aux urnes citoyens, j'ai envie de dire. Le maire propose donc au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Autoriser les agents en charge en participant à l'organisation des scrutins électoraux à dépasser à titre exceptionnel les 25 heures supplémentaires mensuelles maximales. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? 2. Merci. Merci Madame Mervin. Point 10, l'instauration de la prime de pouvoir d'achat exceptionnel forfaitaire au bénéfice des agents de la commune. Madame Mervin. Donc, il est possible de verser une prime de pouvoir d'achat exceptionnel aux agents publics territoriaux dont la rémunération annuelle brute entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 n'excède pas 39 000 € bruts, prime incluse, soit 3 250 bruts en moyenne par mois. Donc, les différents bénéficiaires, ce sont les fonctionnaires territoriaux ainsi que les agents contractuels de droit public de la commune qui remplissent les conditions cumulatives d'éligibilité suivantes.
avoir été nommé ou recruté par une collectivité territoriale, un établissement public administratif ou un groupement d'intérêt public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023. Être employé et rémunéré par la commune à la date du 30 juin 2023. Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Donc en ce qui concerne le montant forfaitaire de la prime, c'est ce qui s'affiche à l'écran, il y a 7 niveaux et c'est en fonction des rémunérations. Moins on gagne et plus on a de primes. Si des personnes ne sont pas présentes toute l'année, il y a bien sûr un prorata de calculer. Et cette prime doit être versée avant le 30 juin 2024. J'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Lemoine. Oui, bonjour à tous. J'ai plusieurs questions à propos de cette prime qui intervient après une succession de hausses de points d'indice de la fonction publique. La première question, je ne crois pas, excusez-moi si vous l'avez dit, que je ne l'ai pas entendu, mais je ne crois pas que vous ayez indiqué le coût que cela peut représenter pour le budget de la ville. Donc c'est ma première question. La deuxième chose, c'est que je voudrais savoir si ce coût rentre dans les enveloppes budgétaires que nous avons votées ou si en fait il s'agit d'une décision modificative un peu déguisée dans la mesure où le poste de dépenses de personnel ne permettrait pas de couvrir cette prime. Et la troisième chose, je n'ai pas eu le temps de regarder moi-même le texte du décret d'octobre 2023, mais vous l'avez sûrement fait dans le détail, et je voudrais savoir si ce texte laisse une latitude ou pas aux collectivités territoriales pour décider quels sont les agents qui bénéficient de la prime, sachant que j'ai bien compris qu'ils ne devaient pas percevoir plus de 39 000 € bruts. En d'autres termes, est-ce que les catégories qui s'affichent à l'écran en 7 niveaux sont imposées par la puissance publique, ou est-ce qu'il aurait été loisible d'en faire d'autres? Et surtout, pardonnez-moi d'utiliser ce gros mot, est-ce qu'il aurait été possible d'instituer des primes à la performance? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Si j'en oublie, vous me relancez. Le coût global, on est à peu près à 100 000 €. Par contre, c'est tout budget confondu. Je n'ai pas que commune, mais il y a aussi foyer logement, CCAS et les budgets annexes. Donc on est autour de 100 000. Concernant la grille, elle est imposée. Donc on ne peut pas se substituer à cette grille ou la modifier. Par contre, on avait des montants maxi. Et nous, on a choisi de faire 50% de ces montants. Donc ça, on avait le choix d'aller entre 0 et 100% de ces montants. Alors quand vous parlez de budget déguisé, c'est quand même pas très joli. Il est prévu de faire une DM modificative au prochain conseil. Mais comme là, on n'avait pas de commission finance, on fera ça lors de la commission finance du mois de juin. On voulait déjà passer la délibération et ensuite faire la DM. Et si vous me permettez de vous répondre tout de suite sur ce point, chacun appréciera, mais si on vote les dépenses avant de voter les budgets, c'est le contraire de ce que doit être un budget. C'est que le budget éventuellement modifié doit permettre la gestion par la ville qui propose un certain nombre de choses. Commencer par claquer l'argent et ensuite prendre une décision modificative, on n'aura plus le choix. Quand l'argent sera dans la poche des fonctionnaires municipaux, il faudra bien qu'on le vote. On va passer la DM avant. On va passer la décision modificative avant. On se revoit au mois de juin au conseil municipal. Ah d'accord, avant le versement, mais après notre décision d'aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. On passe au vote, Mme Mervin. Alors, je ne vais pas vous relire tous les articles parce qu'ils sont un petit peu longs. Donc, vous avez pu prendre connaissance des différents articles, de la mise en place de la prime, des bénéficiaires, du montant forfaitaire de la prime, de la détermination du montant de la prime pour certains agents non présents durant la totalité de la période de référence ou ayant changé d'employeur au cours de celle-ci ou étant multi-employeur, la proratisation du montant forfaitaire de la prime, les modalités de versement de la prime, les règles de cumul, l'entrée en vigueur et, bien sûr, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient?
Qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Point 11. Donc, modification d'un poste non permanent à temps non complet annualisé en poste à temps complet. Éric Gavin. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Vous rappelez qu'en 2023, les guides conférencières qui s'étaient engagés à assurer des visites s'étaient désistés à de nombreuses reprises. C'est un phénomène qui avait déjà été observé à l'identique les années précédentes. Et en 2023, seule une soixantaine de visites avaient pu être assurées, avec une dizaine de thématiques, alors que les programmes habituels proposent au moins une centaine de visites, avec une vingtaine de thématiques différentes. La délibération 2023-185 du 17 octobre 2023 a donc créé un poste non permanent de guide médiateur culturel à temps non complet et annualisé, 24h30 par semaine, soit un taux d'emploi de 70%. Le Conseil municipal avait validé à l'unanimité cette résolution, étant entendu que le taux d'emploi pourrait être complété par des heures complémentaires au besoin, selon la demande. Cela permettrait de répondre aux demandes de visites de groupe organisées avec l'appui de l'Office du tourisme, qui commercialise ces visites, et également d'offrir un programme complet en 2024, alors que la ville engage actuellement sa labellisation Ville d'art et d'histoire. Le poste a été pourvu au mois de février 2024, et il s'avère que l'agent réalise, depuis son embauche, un nombre conséquent d'heures complémentaires pour les raisons suivantes. Nous avons fait le choix de commencer la saison des visites culturelles aux vacances de printemps. Cela a obligé l'agent à maîtriser en 2 mois 7 thèmes de visite, les contenus et les circuits. Cet agent continue sa formation car ce sont 13 thèmes au total qu'il doit maîtriser pour la saison d'été, tout en construisant une nouvelle visite sur le thème Dinard pendant la Seconde Guerre mondiale, en lien avec les commémorations de cet été. Et nous avons eu en parallèle beaucoup de demandes de visites de groupe, ce qui est une excellente nouvelle en soi, mais avec le départ concomitant d'un autre agent du service patrimoine, il a fallu faire appel plus fréquemment au service de l'agent qui était en temps partiel. En février, cet agent avait travaillé 3 jours par semaine, mais dès le mois de mars, nous sommes passés à 4 jours, puis à 5 jours. C'est pourquoi nous proposons au Conseil de transformer ce poste à temps non complet en temps complet pour répondre à la charge de travail du service patrimoine. Y a-t-il des questions? Madame Porte. Oui, merci. Micro. Et ça n'enregistre pas. Oui, je disais qu'on était confronté à la même difficulté que précédemment, c'est-à-dire qu'on peut constater que c'est une inversion de calendrier. C'est une inversion de calendrier, c'est-à-dire que sur ce type de questions, ça aurait dû passer en commission culture, mais on sait aussi que la commission culture ne se réunit pas régulièrement, puisqu'elle se réunit mercredi prochain. Par ailleurs, je pense qu'on ne peut pas voter contre, parce qu'il y a un succès de ces visites, malgré tout, que la personne en question fait des heures supplémentaires, donc qui finalement vont coûter peut-être plus cher à la collectivité. Mais il me semble quand même qu'on devrait débattre de tout cela avant en commission, plutôt que d'aller directement au conseil municipal. Alors là, il se trouve que c'est Éric Diève qui présente la délibération parce que ça concerne sa délégation, mais ça reste une délibération RH, donc ça n'a pas passé en commission culture pour autant. Oui, mais je ne vais pas refaire le coup de la commission RH à laquelle nous n'appartenons pas. Cela étant, je l'ai rappelé dans la délibération qu'on avait votée en octobre 2023, on avait intégré le fait que cet agent pourrait passer en temps complet parce qu'on anticipait déjà qu'il y aurait très probablement une surcharge de travail qui pèserait sur ses épaules. Y a-t-il d'autres observations ou d'autres questions? On peut passer au vote.
Donc le maire propose donc au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, modifier l'article 1 de la délibération 2023-185. Le taux d'emploi passera de 100% à compter du 1er juin 2024. La durée du contrat ainsi que les conditions de rémunération restent inchangées. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents relatifs à cette décision. Y a-t-il des abstentions? Il y a combien d'abstentions? Donc 2, 3, 6. C'est qui a le pouvoir de... Donc 7. Des oppositions? Non. Merci. Merci, Éric Dièvre. Point 12 maintenant, donc service civique avec Marie-Claire Mervat. Donc, il s'agit d'une demande de renouvellement de l'agrément du dispositif de service civique. Donc, pour rappel, l'engagement de service civique a été créé par la loi du 10 mars 2010 et il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme. C'est un engagement d'une durée de compris entre 6 et 12 mois pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des 10 domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la nation. Donc, on a la solidarité, la santé, l'éducation pour tous, la culture et loisirs, le sport, l'environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d'urgence en cas de crise et citoyenneté européenne. Donc cet agrément est délivré pour 3 ans maximum. Donc en fait, on a la volonté quand même de développer une politique jeunesse en offrant notamment aux jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets leur permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble. Donc pour rappel, dans les derniers services civiques que nous avons eus, on a eu au niveau des enjeux environnementaux et puis des ambassadeurs des Jeux de Paris 2024 et aussi dans l'action sociale. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Le Haubet? Oui, nous avons une haute opinion de l'encadrement qui doit convenir, dont doit faire l'objet les engagés dans un service civique. Et nous considérons que une formation civique et citoyenne d'une durée minimale de 2 jours n'est pas à la hauteur, même s'ils bénéficieront du PSC1, qui est une très bonne chose à acquérir. En conséquence de ça, nous voterons contre cette délibération. Je pense que c'est juste pas adapté au dispositif. On ne pense pas que les engagés dans le service civique à travers le dispositif service national doivent se retrouver dans une mairie. On prend note, on passe au vote, Mme Mervat. Oui. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à demander l'agrément nécessaire auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les contrats de service civique avec les volontaires. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement de l'indemnité complémentaire et considérer que le montant de cette indemnité sera revalorisé en fonction des textes en vigueur. Qui s'abstient? Qui vote contre? 2 votes contre. Merci. Merci. Et dernier point de l'ordre du jour, donc création d'emplois pour accroissement temporaire d'activité. Madame Mervat. Donc, la ville de Dinard recrute des personnels contractuels pour assurer des tâches occasionnelles de courte durée, telles que manifestations exceptionnelles, des missions spécifiques ou des surcroîts d'activité. Et elle recrute également des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. En outre, lorsque les réorganisations de services sont envisagées, les directions sollicitent parfois des moyens non permanents, donc des emplois pour accroissement temporaire d'activité, en contrepartie du gel temporaire de certains postes. Donc, ces créations, donc ces accroissements temporaires d'activité, pour rappel, ça a une durée limitée de 12 mois et le renouvellement du contrat peut aller jusqu'à 18 mois. Donc en fait, notre objectif, c'est d'avoir une gestion raisonnée des emplois pour accroissement temporaire d'activité sur l'année 2024 et sur les années suivantes, afin de s'inscrire dans le cadre budgétaire de la masse salariale. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est de créer 10 emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité
On a fléché ces emplois en fonction des différents pôles et en fonction des différents cadres d'emploi. En fait, c'est pour éviter aussi alors c'est pour être beaucoup plus réactif, parce que parfois on a des temps de latence où on n'a personne sur certains postes quand il y a des arrêts, quand il y a des départs. Donc plus réactif, c'est aussi un gain, puisque actuellement on fait appel quand même au CDG 35 pour des remplacements. On est arrivé à 80 000 € quand même sur la dernière année. Il faut savoir que c'est un peu comme de l'intérim, ça coûte 30% plus cher. Et ça va éviter aussi de passer des délibérations au coup par coup, comme on a pu voir sur la communication, sur l'état civil ou sur la transition en début d'année 2023. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes, déterminer et répartir les emplois de la façon suivante. Pour l'année 2024 et sous réserve des crédits inscrits au budget primitif 2024, il est décidé la création de 10 emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Ces emplois sont répartis selon les besoins des directions de la ville et de la façon suivante, donc 2 pour le pôle pilotage, 1 pour le pôle ressources, 3 pour le pôle vie de la cité et 4 pour le pôle territoire. Dire que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l'exercice en cours au chapitre globalisé 012. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les contrats qui seront engagés dans le cadre de cette délibération. Donc, qui s'abstient ? 2. Qui vote contre ? Merci. Merci, Madame Mervin. Donc, le dernier point, cette fois-ci, à l'ordre du jour. Donc, vous avez pu prendre connaissance des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Laubet et Madame Grassi. Oui, c'est pas vraiment une question, mais je me réjouis de la décision, voilà, de numéro 097, puisque le don à la médiathèque L'Ours d'une imprimante 3D se fait par une association dont j'étais l'administrateur et que nous avons dissoute justement faute d'un local. Elle a donné une grande partie de son matériel à l'association équivalente de Dole, mais l'imprimante 3D dont Dinard faisait bon usage lui a été cédée. Voilà, c'était juste, il y avait ça. Et je loue l'activité de la médiathèque qui est très en pointe sur tous ces sujets. Enfin, le personnel est à la hauteur. Merci pour les compliments envers les services et puis merci aux administrateurs d'avoir fait ce don à la médiathèque et Madame Grassi d'abord, je crois. Sur la 101, s'il vous plaît, la convention d'occupation du local qui est plage de l'Écluse. Je voudrais savoir si c'est le même local que celui qui a été loué par le passé au Bouchon Breton et autres du même genre. Est-ce que c'est bien du même que l'on parle ? Parce que oui, là, on ne sait pas là. Ok. Est-ce que ce local est occupé à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il est en mesure d'être occupé ? Ils sont, à ma connaissance, en travaux actuellement. Donc non, on a malheureusement encore le sinistre à régler. Donc après de nombreux échanges entre les experts d'assurance, on semble voir le début d'un accord entre les assurances pour prendre en charge le sinistre lié à l'étanchéité du bâtiment. Voilà. Je rappelle des malfaçons liées à la couverture réalisée par l'entreprise qui a déposé le bilan juste à la fin du chantier. Donc ça, on espère ces travaux repris l'hiver prochain. Donc pour le coup, l'exploitant de cet été, c'est le concessionnaire qui avait été choisi en fait dans le mandat précédent, qui a fait le choix d'exploiter dès cet été, même si ça va être un peu en mode dégradé, quoi. Il y a quelques D'accord. problèmes. Et il a changé de nom en fait. De nom de société. Alors peut-être qu'ils avaient sans doute candidaté en nom propre, je me souviens plus. Donc ça doit être le nom de la société, okay. J'imagine. D'accord, ok. Et donc là pour l'instant, le loyer qu'il aurait demandé est de 5 000 € hors taxe pour une période allant du 15 avril au 15 octobre. S'ils ne sont toujours pas en mesure de l'occuper, est-ce que vous allez réviser le loyer ou est-ce qu'ils vont subir cette somme-là ? C'est déjà il y a déjà un effort de réviser sur le loyer. C'est le même loyer qu'on a facturé les années précédentes, je pense, en mode dégradé. Voilà. D'accord. Et donc là, du coup, ils sont censés démarrer quand ? Dès qu'ils terminent les travaux, donc je pense courant juin. Ok, merci. Monsieur Le Toquin. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Moi, c'est sur la 110, c'est l'attribution du marché des fournitures et pose de conteneurs. Alors, je voudrais avoir quelques précisions, le lieu et le nom, et je pensais que c'était une compétence comité de communes, donc je ne vois pas pourquoi on a un montant
élevé comme ça d'achat de conteneurs? Je vais vous répondre, monsieur, cher collègue. Je pense en avoir déjà évoqué le sujet il y a de nombreux mois déjà au sein de cette assemblée. Donc c'est les points d'apport volontaires situés au pied du presbytère de Saint-Enogat. Donc comme vous le saviez, ce que vous étiez aussi en responsabilité auparavant, donc ce qui avait été défini dans le mandat précédent au sein de la communauté de communes, c'est des points d'apport volontaires semi-aériens, semi-enterrés, donc payés par la communauté de communes. Donc on était allé dans ce sens-là quand on a installé donc ces semi-enterrés. On s'est rendu compte qu'on avait fait tout simplement une erreur. Voilà, et j'ai pas aucun problème à assumer mes erreurs. Donc ça c'est le coût des nouveaux points d'apport volontaires totalement enterrés qui correspondent au site patrimonial remarquable qui est Saint-Enogat. Voilà, il y aura sans doute des frais de fonctionnement un peu en moins parce qu'on va rendre les points d'apport volontaires semi-enterrés à la communauté de communes. Ça, j'ai pas le chiffre en tête pour l'instant. C'est des travaux qui vont être réalisés courant juin, là, juste avant le mois estival de juillet. Et on en profite. On essaye de faire de cette erreur une opportunité. Donc du coup, on en profite pour requalifier aussi l'ensemble du haricot en fait, où il y a les stationnements actuellement, et pour y mettre donc des points d'apport volontaires complètement enterrés qui seront masqués par une barrière végétale entre autres. On va faire des parkings aussi perméables avec des pavés engazonnés. Voilà, tout ça finit pour fin juin. Et la morale de cette histoire-là, voilà, on apprend de ses erreurs, mais ça nous a permis aussi d'avoir une autre position de la communauté de communes, et je remercie mes collègues élus du bureau communautaire, c'est que dès lors que l'Architecte des bâtiments de France souhaitera des points d'apport volontaires complètement enterrés dans Dinard, c'est la communauté de communes qui prendra en charge 100% de ce prix d'acquisition des points d'apport volontaires enterrés. J'espère avoir été complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Aubet? Est-ce que vous pourriez expliquer la 128, s'il vous plaît? C'est la dernière. Ça, c'est une décision traditionnelle depuis 3 ou 4 ans, en fait. Donc, c'est la compagnie maritime dinardaise qui fait les extensions de navettes jusqu'à 23h le soir, en semaine. Il y a tout un calendrier de défini entre le week-end et les mois et des plannings différenciés entre le mois de juillet, août, septembre et juin. D'autres questions, Madame Gracia? Oui, la même explication pour la 121, s'il vous plaît. Ouais, monsieur Lebet. Moi, j'ai toujours pas compris. C'est-à-dire le montant, c'est pour la durée, c'est ça? Et à quoi correspond les 60,50 € TTC en fait? C'est quotidien, ça doit être une prestation à l'heure, j'imagine. On va se renseigner, mais je pense que, vu le tarif horaire, je pense que c'est une prestation à l'heure. Si on doit faire appel à eux au dernier moment, voilà, pour des mauvaises surprises. C'était la même question, Mme Grassi? Sur celle-là, l'année dernière, c'était effectivement un complément à l'heure. Non, moi, je parlais de la 121. Je voudrais juste savoir ce que c'est, où c'est et qui c'est. Novendio? Oui, dans le cadre de l'obligation que nous avons aujourd'hui sur la gestion des biodéchets, de ne plus les mettre dans les ordures ménagères depuis le 1er janvier 2024, en réalité, il y a une difficulté, une délicatesse ou un frein, un ralentissement du fait que la communauté de communes a la compétence de collecte des déchets, mais pas du traitement, c'est le CMPRB. Et du coup, pour l'instant, comme on n'a pas la solution de traitement, la Comcom ne peut pas faire la collecte. Donc, sur ce sujet-là, nous avons décidé d'être proactifs et de nous associer avec un prestataire qui était à l'origine les coursiers Dinanais, qui pratiquent ça depuis plusieurs années sur le secteur de Dinan Agglomération et qui permet plusieurs services, à la fois un service aux commerçants sur la livraison de colis. Enfin bon, ils ont un modèle économique qui est assez optimisé et puis expérimenté sur le secteur dinanais.
Et donc, ils vont proposer aux restaurateurs la gestion du gaspillage alimentaire pour le mettre en composteur et au tri sélectif. En ce qui nous concerne, nous allons lancer un marché pour une collecte et une valorisation des déchets par voie cyclable pour que ce soit réellement vertueux. Et puis, ils pourront répondre ou non. Mais les composteurs ont cette vocation-là, sachant qu'il n'y a aucun modèle économique de leur part sur la valorisation des déchets. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec des agriculteurs locaux avec objectif à terme éventuellement pour les administrés ou la collectivité. Voilà. C'est dans le secteur des elfes. Voilà. C'est au niveau du parc des elfes du cimetière, en fait. Merci. Madame Crémaillat. Oui, bonsoir, monsieur le maire. J'aurais voulu comprendre en réalité pourquoi les tarifs des représentations théâtrales ne s'élargissent jamais à la communauté de communes. Alors, ça concerne la 115 et la 122, alors que sur le principe, je ne comprends pas pourquoi on fait du dinardo-dinardais. Voilà. Pourquoi on n'a pas envisagé d'élargir les tarifs? Parce que, Madame Crémaillat, comme d'autres sujets, la compétence culture est une compétence 100% communale. Donc voilà, il y a un moment, c'est pas... Bien sûr, la compétence culturelle n'appartient pas à la communauté de communes. En revanche, la commune de Dinard peut tout à fait envisager d'élargir ses tarifs puisqu'elle a cette capacité-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, finalement, on ne le fait jamais. Élargir les tarifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tarifs d'Inardais, lorsqu'ils sont réduits, puissent bénéficier aussi aux gens qui habitent la communauté de communes, à savoir la Richardet, Pleurtuis, etc., des communes proches qui viennent volontiers bénéficier finalement de nos concerts. D'abord, ils peuvent bénéficier de nos concerts. Mais au tarif plein. À des tarifs quand même très convenables. Et leur propre commune ne réalise pas ces concerts. C'est bien qu'ils trouvent un intérêt à venir à Dinard. Et les Dinardais payent des impôts quand même. Donc, voilà. Vous savez que la culture coûte aussi. Bref. Et puis l'autre, j'avais une question subsidiaire concernant la convention de médiation. Je ne comprends pas bien le libellé. On nous parle de la 067, des travaux de clôture sur un terrain avenue de la Vicomté. Alors, partage des frais entre les parties, donc la ville et le propriétaire, enfin la propriétaire. J'avoue que le libellé n'est pas très clair. C'est comme de nombreuses décisions du maire, pour l'instant c'est un contentieux juridique. Donc Alors il y a un contentieux juridique pour lequel nous allons partager les dépenses. Pour une histoire de clôture. Oui, parce qu'à la demande de cette dame, on a réalisé une médiation, donc cette médiation avait un coût, donc les cours sont partagés. Voilà, vous avez votre réponse. Merci. Il n'y a pas d'autres questions sur les décisions du maire? Non. Donc il y avait une question écrite de Frédéric Lobet. Je vous laisse nous en faire part, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le maire, chers collègues. Monsieur le maire, j'ai eu le privilège d'assister le mardi 14 mai dernier au COSEC à une soirée d'excellente qualité sur l'utilisation du numérique. Cette soirée, organisée par le Spot et la médiathèque, expliquait les usages, les pièges et les dangers des réseaux sociaux. Lors de vos vœux au Dinardais, vous-même, monsieur le maire, aviez déploré les usages délétères de ces réseaux sociaux et selon la presse du 24 mai dernier, vous avez encore eu récemment le déplaisir de constater dans la vie réelle le harcèlement caractéristique de certains comportements asociaux de youtubeurs et instagrammeurs. L'un des conférenciers du COSEC a pourtant mis en avant l'existence de réseaux sociaux éthiques qui n'exploitent pas les données de leurs utilisateurs et respectent les lois européennes en vigueur, ainsi que la loi française de 1881 sur la liberté de la presse. Ces réseaux sociaux éthiques sont par exemple Mastodon, pour la publication de brèves, Peertube, pour la publication de vidéos, PixelFed, pour la publication d'images, Matrix, utilisé sous le nom Chat pour les agents publics, pour la messagerie instantanée et de nombreux autres encore. La commune de Dinard ne devrait-elle pas donner l'exemple et créer des comptes officiels sur ces réseaux aussi éthiques que méconnus?
Il serait judicieux que la ville y publie préférentiellement ses contenus, en abandonnant progressivement les réseaux dominants, si dangereux pour notre démocratie, comme Facebook, X, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Dinard montrerait ainsi une voie plus modèle à ses citoyens, comme le font déjà d'autres collectivités, ministères ou services publics. Merci pour votre question, chers collègues. J'étais moi-même aussi à cette conférence. Donc, le but d'une collectivité locale comme la ville de Dinard est d'informer le plus largement possible ses administrés par tous les moyens de communication mis à disposition, au-delà du magazine La Belle Ville, des communiqués de presse réguliers, de l'affichage urbain, du site internet, de la newsletter. Nous utilisons une grande majorité des réseaux sociaux, effectivement dits grand public, disponibles et complémentaires, comme vous le savez, Facebook, X, Instagram et LinkedIn depuis peu de temps. Et on assume entièrement le rôle de chacun. Vous comprendrez aisément qu'il n'est pas dans l'intérêt de la ville de proposer une communication qui reste pour l'instant confidentielle. Les plateformes que vous évoquez sont sans doute très intéressantes, mais comme vous le dites vous-même, dans votre question, elles sont méconnues. Or, il nous appartient d'informer les citoyens le plus largement possible sur les services publics, les manifestations, les événements qui leur sont proposés. Toutefois, et pour votre parfaite information, les contenus diffusés sur les différents réseaux sociaux de la ville que nous utilisons sont des informations factuelles et objectives sur la vie de la collectivité et son actualité. Sur Facebook, par exemple, et afin d'éviter les dérives propres à ce réseau, nous avons mis en place une charte d'utilisation qui est consultable sur notre site internet de la ville. Nos agents du service communication sont d'ailleurs chargés de la modération sur les différents contenus que nous publions. Ils sont très réactifs et accomplissent cette tâche avec sérieux et professionnalisme. Je les en remercie. Au passage, lorsque des commentaires, par exemple, se montrent agressifs ou constituent des attaques, nous avons pour règle de ne pas y répondre et de les supprimer. Dès lors qu'une personne diffuse des propos à la limite de la diffamation, par exemple, nous procédons à un avertissement circonstancié qui peut même, dans certains cas, s'accompagner d'un blocage ou d'un signalement. Enfin, en cas de diffamation avérée et manifeste, nous réservons la possibilité de porter plainte au nom de la collectivité. Comme je le répète souvent, les réseaux sociaux sont ce que l'on en fait, mais ils obéissent à des règles juridiques précises visant à protéger les personnes. Nous sommes tout à fait conscients du climat délétère qui peut être mis en place sur les réseaux sociaux par quelques individus. Mais heureusement, ils ne représentent pas la majorité des Dinardaises et Dinardais qui souhaitent tout simplement être informés sans aucune considération partisane ou subjective. On a fini avec l'ordre du jour. On va passer à deux informations. Non. Deux informations de Nolwenn Guillou. Merci, Monsieur le maire. Je vais finir par être reconnu pour mes informations enthousiasmantes de fin de conseil. Donc, deux informations qui me réjouissent de vous partager. La première concerne le conseil municipal des jeunes. Je ne vous refais pas l'historique. Donc, c'est un groupe que j'accompagne depuis 3 ans maintenant avec, à l'origine, 20 élus. Aujourd'hui, 13 jeunes élus. Nous avons collégialement décidé la prolongation de leur mandature en raison du report du séjour Paris-Bruxelles, Sénat, Assemblée nationale et Parlement européen. Il leur avait été proposé de prolonger jusqu'en décembre, jusqu'au séjour, ou jusqu'en juillet. Ils m'ont dit jusqu'en juillet. Et si vous pouvez être attentif, parce que cette information est d'importance. Elle a l'air anecdotique, mais elle est vraiment importante. Et en plus, le conseil a été court, donc on peut être encore attentif. Et donc, ils ont proposé, pour leur clôture de mandature, d'organiser une action qu'ils mènent de bout en bout. Je suis assez admirative de leur travail. Une action à visée caritative qui est la mise en place d'une représentation théâtrale du Pinocchio avec le texte de Joël Pomera, qui est un excellent texte. Voilà, c'est subjectif, mais il me semble un très bon texte. Et donc, vous avez Kenzo Saidi, qui est à ma droite sur la photo, qui est un jeune élu du Conseil municipal des jeunes, qui fait du théâtre depuis une dizaine d'années et qui, là, se lance dans la mise en scène avec son groupe d'amis, qui est l'étage haut de la photographie, qui font aussi du théâtre depuis une dizaine d'années. Ils sont les comédiens, le conseil municipal des jeunes est l'organisateur, ils réalisent les décors, s'organisent des costumes.
Nous sommes entraînés le 18 mai dernier, toute l'après-midi, pendant que les copains et les copines étaient à la plage avec le beau soleil. Ils étaient à Stéphane-Boutet pour s'entraîner sur les changements de décor. C'est enthousiasmant. Et donc, la représentation aura lieu le 6 juillet à 20h au profit d'une association qui s'appelle Incontinentia pigmenti, qui est une maladie neurodégénérative dont une petite fille de Pleurtuis est atteinte. En fait, ils cherchaient une association à destination des jeunes et en local. Donc voilà l'association à laquelle ce sera destiné. Je leur ai mis un objectif, c'est que puisque la billetterie est ouverte sur le site de la ville et à l'office de tourisme, que nous puissions afficher complet 15 jours avant la représentation. Je vous remercierai tous d'être contributeurs pour réaliser cet objectif. Voilà, que je trouve assez fantastique. Pas de tarif Dinardais, communauté de communes de Côte d'Emeraude ou quoi que ce soit. C'est 10 € pour tout le monde. Il n'y a pas d'invités hors les représentants de l'association Incontinentia pigmenti et réalisateurs de décors qui ont fait ça bénévolement. 10 € à partir de 12 ans, 5 € moins de 12 ans. Je fais la promotion. Si vous pouvez partager l'information au plus grand nombre, c'est enthousiasmant et j'aimerais beaucoup, pour soutenir cet engagement citoyen et démocratique qu'ont eu ces jeunes pendant 3 ans, que nous puissions leur donner les moyens de réaliser un objectif assez louable. Voilà, première information. Vous pouvez directement réserver vos billets à la fin du conseil. Nous en sommes à 80 places sur 288. En reste 200. Voilà. Voilà pour la première info. Et la deuxième, c'est la mise en place des ateliers gourmets. Donc un des axes de la politique transition que je mène portait sur l'alimentation, avec un enjeu qui est partagé avec la communauté de communes dans le cadre du plan agricole alimentaire territorial, qui est d'accompagner l'ensemble des publics, et notamment les plus éloignés, à consommer local et bio. Alors moi, j'ai un petit proverbe à ma façon, c'est acheter des légumes locaux, acheter du local et des légumes, c'est bien. Si on ne sait pas quoi en faire, ça sert à rien. Donc, il faut aussi apprendre à les cuisiner et à travailler les recettes. Dans ce cadre-là, donc, il y avait des ateliers cuisine qui étaient projetés. Donc, dès la première année, c'est-à-dire il y a 3 ans, nous nous sommes conventionnés avec Émeraude Habitation pour le bâtiment qui est dans le parc Saint-Alexandre, qui avait un espace à droite qui n'était pas exploité par Émeraude Habitation. Il y a eu ensuite tout un délai qui a été plus long que je ne le pensais, mais malgré tout qui arrive à terme, de réalisation de la cuisine, qui a été un peu décalé pour des raisons de sécurité et puis d'obtention du DECRA. Et nous avons travaillé avec un partenaire privilégié et d'évidence sur la commune de Dinard, qui est le lycée hôtelier. Donc, ils nous ont déjà, et je les en remercie, je remercie Émeraude Habitation pour le conventionnement, et je remercie le lycée hôtelier parce qu'on a, par exemple, récupéré du matériel, un plan de travail, un bac évier. Les services techniques aussi ont travaillé avec de la récupération, parce qu'on est toujours dans le champ des transitions. Et donc, la cuisine s'est réalisée, et les premiers ateliers ont eu lieu, donc on les a appelés les ateliers gourmets, le 22 mai dernier dans le lycée hôtelier, puisqu'on était à 1 semaine près d'avoir l'autorisation au niveau sécurité. Mais à compter du 12 juin, annonce officielle, et qui là aussi me réjouit, les premiers ateliers de la cuisine de Saint-Alex vont se mettre en place. 2 ateliers successifs, un à 13h30, un à 16h. Il y a eu sur les premiers une vraie mixité, aussi bien sociale que générationnelle. C'est pour ça qu'on ne dédie pas spécifiquement CCS. Il y a un public CCS, mais pas que. Et puis, les ateliers sont complets, donc n'essayez pas de vous inscrire pour le 12 et le 19 juin, ils sont complets. Et on reprendra ces ateliers à compter de septembre avec le lycée hôtelier, mais pas que, puisque l'objectif, c'est d'enrichir avec, par exemple, quelqu'un du quartier ou d'ailleurs dans Dinard qui saurait faire une excellente recette de soupe et qu'on pourrait se partager. Donc, il y a de la volonté aussi de lien social. Pour information, toujours sur le budget, puisque comme je l'ai fait pour la délibération, c'est important, sur le coût du projet, je ne l'ai pas dit sur le CMJ, mais en fait, ils ont dédié leur budget de l'année à l'organisation de l'action. Et pour les ateliers cuisine, donc on a un budget de 5 000 € pour la réalisation de la cuisine, avec des travaux en régie que là, je n'ai pas encore réussi à chiffrer, mais bon, enfin bon, du temps d'agent. 3 000 € de matériel, par exemple les couteaux, les tabliers, voilà, ou du petit électroménager. 7 000 € de denrées alimentaires pour la mise en œuvre des ateliers, puisqu'on c'est la collectivité qui finance les denrées alimentaires. Et puis, voilà, on a projeté 3 000 € d'animation, puisque l'objectif, c'est aussi qu'à la clôture des ateliers, on puisse se faire un temps festif de dégustation dans le parc.
avec par exemple une animation musicale, mais que ça se poursuive dans le parc. Et en temps agent, on estime à un jour par mois de temps de M. Naelou, donc le référent transition, pour la mise en place de l'atelier, coordination et mise en œuvre de l'atelier. Voilà. Merci Nolwenn Guillou pour ces deux informations. Juste donc les deux prochains conseils avant la trêve estivale, donc je vous rappelle les dates, le lundi 24 juin et le lundi 23 juillet. Voilà, merci à toutes et tous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ah, je me suis trompé, 22 juillet, pardon. 24 juin et 22 juillet.